la déstabilisation pays après pays. Chez moi, et aujourd'hui, on est dans une situation terrible au nom de quoi? La transparence des urnes. Le Mali, ce n'est pas fini, c'est le tour du Congo. Et plein phare sur le Congo, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le prochain président va être bien élu? Le Sénégal attend son tour, Madagascar, les Comores, il n'y a pas un seul pays africain et qui ne soit pas au bord de l'explosion. Parce que tous les 5 ans, d'une élection présidentielle à l'autre, les plaies qui s'ouvrent ne sont pas réparées. Ceux qui n'ont pas gagné sont prêts à prendre leur revanche. Mais les questions de vie ou de mort dont on parle ici, mais ce n'est pas ça qui est au cœur du débat électoral. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler de l'immigration sous cette forme-là. De l'Aquarius, c'est quoi l'Aquarius? On ne connaît pas. L'écologie là-bas, on ne connaît pas. Tout ce qu'on sait, est-ce qu'il a été bien élu? S'il n'a pas été bien élu, il faut qu'il dégage. Il faut qu'il dégage. Et les armes sont là. Et ici, je ne sais pas combien de partis politiques vous avez, mais nous, pour 18 millions d'habitants, on a 200 partis. J'étais avec un ami tunisien, pour 11 millions d'habitants, ils ont 200 partis. Je crois qu'en RDC, vous en avez 400. Et ceux qui connaissent l'Afrique savent que c'est les Afriques. Mais comment se fait-il que des ressortissants de ces différents pays se retrouvent tous comme un seul homme dans le désert, au Maroc, en Libye, en Méditerranée et ici, où on les regarde en chien de faïence? Comment? Est-ce que les 54 pays africains ont tous échoué? Est-ce que c'est tous des pays faillis? Est-ce qu'on est des maudits? Ou alors la race noire, on est inférieur, on ne sait pas se développer. C'est ce qu'on nous a dit dans le discours de Dakar. L'homme africain ne serait pas assez entré dans l'histoire. Alors, donc pour y arriver, il faut le développer. Qu'il le veuille ou non, il faut le développer. On est entré aujourd'hui dans la phase de la criminalisation de la solidarité. La criminalisation de la solidarité. Et vous et nous, de part et d'autre de la Méditerranée, nous avons le pouvoir aujourd'hui d'acculer les dirigeants de ce monde. Ils ont conduit le monde dans cette impasse, l'impasse néolibérale. Ils n'ont pas de solution pour nous, ni ici ni là-bas. Il y a des lieux de résistance, il y a une mémoire de ce que vous appelez le développement. Il y a eu l'industrialisation, il y a eu les délocalisations, il y a les multinationales. Et vous savez pourquoi vous vous battez. Mais on nous dit depuis la Baule qu'il faut que nous aussi on démocratise comme vous, selon votre schéma, alors qu'on ne nous a jamais laissé la latitude de penser. Alors comment vous pouvez relever le défi de l'école quand cela se passe dans la langue du colonisateur? Quand nous envoyons nos enfants à l'école, il leur faut commencer à apprendre d'abord le français avant de commencer à comprendre. On veut qu'ils soient compétitifs, au même titre que les jeunes du Nord. Nos enfants sont fatigués, traumatisés dès la naissance. Les parents sont fatigués, traumatisés. La concurrence à tout bout de champ. Dans les moindres interstices de nos sociétés aujourd'hui, vous êtes d'abord des concurrents avant d'être des frères, avant d'être mari et femme, avant d'être des voisins. C'est ça qu'on nous a vendu. Alors c'est pour ça que quand je vous écoutais, moi je me suis trouvé dans là où je suis aujourd'hui. De là-bas, j'ai fait mes études ici à Caen, en Normandie. Mes 2 enfants sont nés en Normandie. Je me suis dit, je rentre. Je suis reparti. J'étais marié en Côte d'Ivoire. Je suis venu après au Mali. Et à partir d'un poste aux Nations Unies,
J'ai parcouru pas mal de pays, dont la RDC. Ce continent n'a rien d'un continent maudit. Ce continent n'est un péril pour personne. Il n'y a pas de risque d'invasion. Ce continent a tout ce qu'il faut pour garantir la nourriture, la santé, l'éducation et à ses peuples. La question qui est posée ici, c'est pourquoi partent-ils, hein? La réponse est dans les rues aujourd'hui, ici en France. S'il était donné aux protagonistes du soulèvement populaire inédit auquel nous assistons aujourd'hui en France, s'il leur était donné de rêver d'un monde meilleur, où ils ne seraient pas confrontés à l'obligation d'arbitrer quelle dépense au lieu, à la place de quelle autre, que faire, la peur du lendemain. Je vous assure que c'est ça que les gens ont mis ça dans nos tripes, bien avant ce que vous voyez aujourd'hui, ce dont vous souffrez aujourd'hui. Et l'Afrique, dès la décennie 80, a été le lieu de restructuration de nos économies au nom de la compétitivité et de l'obligation pour nous d'entrer dans le marché. Et tout est urgent, tout devient urgent. L'urgence n'est pas que climatique. Parce que quand on se met à l'écoute de Nicolas Hulot et de tous les écologistes, les véritables écologistes qui se font du souci pour la planète, c'est avant qu'il ne soit trop tard. Et cette urgence existe également à propos de l'homme et de son destin dans le monde tel qu'il est, tel qu'on nous le donne à vivre aujourd'hui. Tout ce qui vient de mes amis et moi, tout ce schéma, tout ce dont on parle aujourd'hui, n'a rien de réjouissant ni de rassurant. Laurent a parfaitement raison. Il faut croire en l'autre, voir en lui et mon autre moi-même, l'humain en lui. Et on est entré aujourd'hui dans la phase de la criminalisation de la solidarité. La criminalisation de la solidarité. Et vous et nous, de part et d'autre de la Méditerranée, nous avons le pouvoir aujourd'hui d'acculer les dirigeants de ce monde. Ils ont conduit le monde dans cette impasse, l'impasse néolibérale. Ils n'ont pas de solution pour nous, ni ici ni là-bas. Alors c'est pour ça que quand je vous écoutais, moi je me suis trouvé là où je suis aujourd'hui. De là-bas, j'ai fait mes études ici, à Caen, en Normandie. Mes deux enfants sont nés en Normandie. Je me suis dit, je rentre. Je suis reparti. J'étais marié en Côte d'Ivoire. Je suis venu après au Mali. Et à partir d'un poste aux Nations Unies, j'ai parcouru pas mal de pays, dont la RDC. Ce continent n'a rien d'un continent maudit. Ce continent n'est un péril pour personne. Il n'y a pas de risque d'invasion. Ce continent a tout ce qu'il faut pour garantir la nourriture, la santé, l'éducation et à ses peuples. Mais nous sommes aujourd'hui dans le même bateau. Je pense que quand j'ai accueilli les premiers migrants subsahariens chassés du Maroc, après les événements de Ceuta et Melilla, c'est par balle
on les a arrêtés, certains sont morts par balle. Et des parents m'ont demandé ils voulaient les corps de leurs enfants. Au moins, pouvoir faire le deuil, savoir, ils reviendront plus, mais on peut avoir au moins leur corps. Donc ça a été, et les images qui ont fait le tour du monde de migrants abandonnés en plein désert, sans nourriture, sans boisson, sans secours, ont secoué le monde. Alors nous sommes dit, il y a quelque chose à faire. Donc une amie et moi, nous sommes allés à l'aéroport, nous les avons accueillis. Et mon centre est devenu un peu le lieu d'accueil, d'écoute et d'accompagnement de ces migrants. Comme je suis persuadé que les causes sont éminemment économiques, on a essayé de les former. Donc, ils ont produit de très belles choses. Les maintenir, on les a accompagnés dans des villages, on a construit en matériaux locaux, on a fait écolo avec eux, dans l'espoir que le tourisme culturel, il y avait des alternatives, parce que bon, je fais partie du mouvement social mondial, les premières mobilisations à Porto Alegre, j'ai fait toutes les guerres avec les altermondialistes d'ici et d'ailleurs, donc on a essayé des choses. Mais les gosses me disent, et tant ami, tu fais ce que tu peux, il faut qu'on parte, malgré tout. Il nous faut partir. Et j'ai en mémoire certains visages que je n'ai plus jamais revus. Je me dis, peut-être qu'eux aussi sont dans le ventre de la Méditerranée, boulimique. Aujourd'hui, tous ceux qui tiennent ce discours, c'est suspect de dire qu'il n'y a pas de migrants économiques. Et c'est pour ça que nous avons le devoir de relever le défi intellectuel et politique de la redéfinition des enjeux. De quoi est-il question en Afrique? Je ne crois plus au développement quand je vois tous ces jeunes qui viennent de pays africains différents. Le Mali ne ressemble pas à la RDC. La bande sahélienne n'a rien à voir avec les pays du Grand Lac, ni les pays côtiers. Et Nanti, des zones forestières. Je me souviens, moi, de mon premier voyage en Côte d'Ivoire, les fruits, tout était, les forêts. Et ceux qui connaissent l'Afrique savent que c'est les Afriques. Mais comment se fait-il que des ressortissants de ces différents pays se retrouvent tous comme un seul homme dans le désert, au Maroc, en Libye, en Méditerranée et ici, où on les regarde en chien de faïence? Comment? Est-ce que les 54 pays africains ont tous échoué? Est-ce que c'est tous des pays faillis? Est-ce qu'on est des maudits? Ou alors la race noire, on est inférieur, on ne sait pas se développer? C'est ce qu'on nous a dit dans le discours de Dakar. L'homme africain ne serait pas assez entré dans l'histoire. Alors, donc pour y arriver, il faut le développer. Qu'il le veuille ou non, il faut le développer. Mais en guise de résultat, le résultat, moi j'ai dit, je ne vais pas chercher midi à 14 h. Je regarde l'Europe face à elle-même. Ce que j'entends aujourd'hui, de la part de nos frères et de nos sœurs désespérés qui sont dehors, quand un Français me dit, je dois vivre avec 400 €, je ne sais plus. C'est là où il faut, qu'est-ce qui est prioritaire? Mais c'est la même chose chez nous. Chaque famille doit arbitrer entre la nourriture d'abord, qu'est-ce qu'on va manger demain, les médicaments, comment se soigner, confronté à toutes sortes de maladies, l'eau potable, les frais de scolarité. On a tout privatisé. L'école, la santé, l'eau, l'assainissement, au nom de la compétitivité. Parce que sans avoir les mêmes moyens, ni les mêmes marges de manœuvre, nous sommes censés marcher dans la mondialisation, être compétitifs au même titre que ceux qui nous ont dominés et qui continuent de piller le continent. Ce n'est pas plus compliqué. Moi, je me dis, en fait,
la montée en force des extrêmes droites découle de ce discours mensonger sur l'aide au développement. Parce que je me mets à la place de l'ouvrier, de l'artisan, du travailleur. J'apprends que les suicides chez les agriculteurs ici, chez les éleveurs ici, qu'est-ce qui peut justifier ça si le développement portait vraiment son nom? Alors pourquoi nous prendre la tête? Pourquoi nous humilier sans arrêt et sans arrêt? Pourquoi nous dire aujourd'hui, face à la guerre au Mali, dans la bande sahélienne, face à la crise migratoire, pourquoi nous tenir ce discours de Bruxelles, de Juncker, qui dit que on va entrer dans une phase de libre-échange de continent à continent? Mais qui lui a dit que c'était ça la solution? Mais quand les peuples d'Europe résistent en disant non, on a compris, on ne veut pas de votre libre-échange, on veut autre chose, parlez-nous d'un autre paradigme. Si on vous le cache à vous, le développement, je dis, il y a l'historicité des choses. Qui parle de quoi? À partir d'où? Dans quelle langue? Ici, vous avez des forces syndicales, des partis. Il y a des lieux de résistance. Il y a une mémoire de ce que vous appelez le développement. Il y a eu l'industrialisation, il y a eu les délocalisations, il y a les multinationales. Et vous savez pourquoi vous vous battez. Mais on nous dit depuis la Baule qu'il faut que nous aussi on démocratise comme vous, selon votre schéma, alors qu'on ne nous a jamais laissé la latitude de penser. Alors comment vous pouvez relever le défi de l'école quand cela se passe dans la langue du colonisateur? Quand nous envoyons nos enfants à l'école, il leur faut commencer à apprendre d'abord le français avant de commencer à comprendre. On veut qu'ils soient compétitifs, au même titre que les jeunes du Nord. Nos enfants sont fatigués, traumatisés dès la naissance. Les parents sont fatigués, traumatisés. La concurrence à tout bout de champ. Dans les moindres interstices de nos sociétés aujourd'hui, vous êtes d'abord des concurrents avant d'être des frères, avant d'être mari et femme, avant d'être des voisins. C'est ça qu'on nous a vendu. Et c'est pour ça que les gens, ils ne peuvent pas tenir sur place. Ils ont tout essayé. Vous avez le sentiment de votre inutilité là-bas. Alors vous expérimentez cela. Et puis, sinon, moi, mon pays est l'un des pays de départ. Et les premiers qui sont partis n'ont pas choisi de partir. On est allé les chercher. Les Sénégalais, les Maliens qui sont ici aujourd'hui. Et la France des 30 glorieuses a eu besoin d'eux, les a fait venir. Et eux, leurs enfants aujourd'hui sont dans les banlieues. Ils ne sont pas censés être français parce qu'ils sont différents. Alors vous avez cette première génération et la génération maintenant post-coloniale qui sont les victimes des programmes d'ajustement structurel. Parce que le FMI et la Banque mondiale n'ont pas trouvé mieux à faire que de nous dire que l'État vivait au-dessus de ses moyens en donnant du travail à tous les jeunes diplômés. Dieu seul sait qu'on en avait besoin. Un pays, à l'époque, le Mali, 12 millions d'habitants, 200 000 fonctionnaires. On avait besoin d'enseignants, de médecins, d'infirmiers. On a commencé à couper dans leur salaire en disant que la masse salariale était trop élevée. Les enseignants, on leur a promis, on a donné des pécules, 2 ou 3 millions par personne. Des gens qui n'ont jamais eu 1 million entre les mains ont cru qu'avec 2 millions, ils pouvaient aller créer une petite entreprise. Certains ont acheté des taxis, d'autres sont partis, je ne sais où. En tout cas, ils ont dû partir. Au bout de quelques temps, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'enseignants, il y a un manque d'enseignants. On commence à recruter, à chercher, mais ceux qui viennent n'ont plus le niveau. Alors, on leur dit, puisque l'État n'est pas en mesure, d'abord, l'État c'est le problème, le marché la solution. Donc allez vous débrouiller. Alors quand on a mis ça dans la tête des gens, chacun a voulu créer une école privée, chacun a voulu créer un centre de santé, un dispensaire, une clinique.
Donc tout est à plusieurs vitesses. L'État discrédité depuis le consensus de Washington. Alors au moins d'État. Après, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Dans mon pays, on me dit qu'il y a la guerre parce que l'État est failli. Je dis non, il n'y a pas d'État depuis la décennie 80. Vous l'avez vidé de son contenu. Quelqu'un posait la question sur la démocratie. Mais la démocratie, c'est qu'est-ce que... Je suis malade chaque matin quand j'ouvre la radio, une certaine radio. Et c'est à tour de rôle. La déstabilisation pays après pays. Chez moi, et aujourd'hui, on est dans une situation terrible. Au nom de quoi? La transparence des urnes. Le Mali, ce n'est pas fini. C'est le tour du Congo. Et plein phare sur le Congo. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le prochain président va être bien élu? Le Sénégal attend son tour. Madagascar, les Comores, il n'y a pas un seul pays africain et qui ne soit pas au bord de l'explosion. Parce que tous les 5 ans, d'une élection présidentielle à l'autre, les plaies qui s'ouvrent ne sont pas réparées. Ceux qui n'ont pas gagné sont prêts à prendre leur revanche. Mais les questions de vie ou de mort dont on parle ici, mais ce n'est pas ça qui est au cœur du débat électoral. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler de l'immigration sous cette forme-là. De l'Aquarius, c'est quoi l'Aquarius? On ne connaît pas. L'écologie là-bas, on ne connaît pas. Tout ce qu'on sait, est-ce qu'il a été bien élu? S'il n'a pas été bien élu, il faut qu'il dégage. Il faut qu'il dégage. Et les armes sont là. Et ici, je ne sais pas combien de partis politiques vous avez. Mais nous, pour 18 millions d'habitants, on a 200 partis. J'étais avec un ami tunisien, pour 11 millions d'habitants, ils ont 200 partis. Je crois qu'en RDC, vous en avez 400. Et non, ça, c'est franchement, il faut que... Moi, je me dis, il y a les questions fondamentales. La survie de l'humanité. Il ne s'agit pas que de l'Afrique, mesdames et messieurs. Il s'agit de la survie, de notre survie aujourd'hui. Parce qu'après avoir écumé le continent et la planète, quand on nous dit que l'Afrique c'est la dernière frontière, cela veut dire qu'ils sont prêts à aller beaucoup plus loin et plus vite en Afrique dans l'œuvre de destruction et qui a créé les situations qui prévalent aujourd'hui, qu'il s'agisse du climat, du lien social, du chômage, de la pauvreté, la précarité, les retraites. Ils sont déterminés à planétariser davantage ces solutions qui ne marchent pas.